Je m'appelle Harrison et j'ai 32 ans. Après 15 années éreintantes à sacrifier ma jeunesse, ma santé mentale et mon salaire pour bâtir notre entreprise familiale, la faisant passer du bord de la ruine absolue à un empire de 50 millions de dollars, mon frère aîné, l'enfant chéri de la famille, a décidé de me licencier. Il l'a fait sur une scène brillamment éclairée devant 200 personnes lors de sa propre soirée d'investiture en tant que PDG. Pendant qu'un quatuor de jazz jouait doucement en arrière-plan et que les serveurs versaient du champagne coûteux, il a attrapé le micro et a fièrement annoncé à nos employés, à nos clients et à nos parents que mon rôle de directeur des opérations était supprimé avec effet immédiat. Il voulait m'humilier. Il voulait me briser devant toute la profession. Mais il y avait un détail massif qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre sur sa propre entreprise, je me reposais sur un secret juridique qui allait transformer son glorieux couronnement en un cauchemar. Et maintenant, c'est lui qui fait face à une ruine financière et professionnelle totale. Avant que je ne vous emmène à travers les moments exacts de cette nuit et la façon dont j'ai détruit son faux royaume, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le travail acharné devrait toujours triompher du sentiment d'impunité le plus arrogant. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. Maintenant, retournons à la nuit où mon frère a tenté de me jeter comme un déchet. La grande salle de bal du Marriott du centre-ville avait été transformée en un lieu qui rivalisait avec un mariage royal. L'entreprise n'avait absolument pas regardé à la dépense, ce qui était une pilule amère à avaler pour moi, étant donné que c'était habituellement moi qui gérais notre budget d'entreprise. Des tentures de soie blanche cascadaient depuis les hauts plafonds, captant l'éclairage bleu profond qui correspondait aux couleurs de notre société. Un quatuor de jazz en direct était installé dans un coin, jouant des mélodies douces et indiscrètes. Au centre même de la pièce, entouré de tables drapées de linge lourd, se trouvaient deux sculptures sur glace massive et ridicule sculptées à la forme exacte du logo de notre entreprise. Il était 19h un vendredi soir, et 200 personnes se mêlaient les unes aux autres dans des costumes sur mesure coûteux et des robes de soirée de créateurs. La liste des invités était le gratin de notre industrie, nos clients de premier ordre, la presse d'affaires locale, tout le personnel senior, nos fournisseurs et, bien sûr, notre famille. Ils étaient tous là pour Julian, mon frère aîné. Julian avait 35 ans. Grand, séduisant de manière conventionnelle, il possédait ce genre de charisme facile et magnétique qui donnait aux gens l'envie immédiate de lui tendre leur portefeuille et de le remercier pour ce privilège. Ce soir, c'était son couronnement ultime. Après une période de transition de 3 ans très médiatisée et totalement épuisante, notre père, Victor, quittait officiellement ses fonctions de président-directeur général. Il remettait les clés du royaume familial à Julian. Je n'avais pas de siège réservé aux tables VIP à l'avant avec le reste de la famille, j'étais assis au dernier rang, près des portes de la cuisine. J'étais le directeur des opérations, le gars dans les tranchées qui s'assurait que la paix passait un vendredi sur deux, que la chaîne d'approvisionnement fonctionnait malgré les crises d'expédition mondiale et que les impôts de la société étaient déclarés sans faute. J'étais le moteur silencieux de la voiture. Julian était la peinture rouge brillante et fraîchement cirée. Personne ne s'arrête jamais pour prendre une photo du moteur. À 20h30 précise, les lustres en cristal se sont tamisés. Le brouhaha de 200 personnes s'est tu alors qu'un montage vidéo massif a commencé à être diffusé sur 3 gigantesques écrans de projection positionnés autour de la salle de bal. C'était un voyage émotionnel très produit, énormément coûteux et largement fictionnalisé de l'ascension de Julian au sein de l'entreprise familiale. La vidéo le montrait serrant la main de politiciens sur des terrains de golf immaculés. Elle le montrait coupant de larges rubans rouges lors de l'inauguration de nos nouvelles usines de fabrication. Elle le montrait riant aux éclats avec notre père sur des plans d'architecte que Julian ne savait pas lire. La musique de fond était grandiose, cinématographique et conçue pour tirer des larmes au public. J'ai regardé tout ce spectacle de 10 minutes avec une expression totalement neutre. Dans toute cette vidéo, il n'y avait pas une seule mention des opérations, des finances ou des 12 millions de dollars que j'avais personnellement fait économiser à l'entreprise pour lui éviter de couler au cours de la dernière décennie. Il n'y avait pas une seule photo de moi. Puis les écrans sont passés au noir et le projecteur s'est allumé, frappant le centre de la scène. Julian s'est avancé vers le pupitre. La foule a éclaté en applaudissements sincères et polis. Il tenait le micro avec la facilité décontractée d'un animateur de télévision nocturne, arborant un sourire éclatant qui plissait les coins de ses yeux juste ce qu'il fallait. Merci à tous d'être ici ce soir, a commencé Julian, sa voix résonnant en douceur à travers le système d'amplification de pointe. C'est vraiment un rêve devenu réalité.
J'ai passé 15 ans à apprendre cette entreprise incroyable auprès des meilleurs, mon père, nos clients formidables et cette équipe dévouée. De nouveaux applaudissements ont balayé la pièce. Il était incroyablement doué pour cette partie, il avait toujours été bon pour la représentation. J'ai regardé notre mère, Margaret, assise à la table d'honneur. Elle essuyait une larme de fierté avec une serviette en tissu. À côté d'elle, mon père rayonnait d'une fierté qu'il n'avait jamais, pas une seule fois dans ma vie entière, dirigé vers moi. Ce soir, alors que je prends officiellement le rôle de PDG, a poursuivi Julien, sa voix prenant un rythme répété de leadership, je m'engage à amener cette entreprise vers des sommets que nous n'avons jamais vus, à innover, à croître, à bâtir quelque chose d'encore plus grand que ce que mon père a créé. La foule a acclamé. Les employés ont applaudi fort, peut-être par excitation, peut-être par besoin désespéré de sécuriser leur emploi sous le nouveau régime. Mais le ton de Julien a changé. La chaleur fabriquée s'est complètement évaporée de sa voix, remplacée par une froideur calculée. J'ai vu Sylvia, sa conseillère stratégique nouvellement nommée, debout dans l'ombre près du bord de la Seine. Elle lui a adressé un minuscule hochement de tête à peine perceptible. J'ai su à ce moment précis, avec une certitude absolue, ce qui allait arriver. Mais pour faire cela, a dit Julien, balayant du regard l'océan de visages dans la pièce devenue silencieuse, je dois prendre des décisions difficiles. J'ai besoin d'une équipe de direction totalement alignée avec ma vision de l'avenir. Une équipe qui regarde vers l'avant, pas vers l'arrière. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être alourdis par une pensée opérationnelle obsolète. La salle de bal est devenue inconfortablement calme. Le silence était si épais qu'on pouvait le sentir pressé contre les tympans. On pouvait entendre le tintement léger d'une seule fourchette contre une assiette en porcelaine au fond de la pièce. Les employés ont échangé des regards nerveux et écarquillés. Clara, notre directrice des ressources humaines, qui était assise à quelques tables de moi, a soudainement eu l'air malade. Donc, avec effet immédiat, je restructure la direction, Julien a levé les yeux. Son regard a contourné les riches clients et les cadres supérieurs pour me trouver au dernier rang. Le projecteur brillant ne m'atteignait pas, mais son regard était comme un laser coupant la pièce sombre. Mon frère a servi comme directeur des opérations pendant 10 ans, et je lui suis reconnaissant pour ses contributions. Contributions au passé. Il a dit ces mots comme s'il lisait le script d'une vidéo d'otage. C'était répété. C'était propre. Et c'était censé être entièrement définitif. Mais avec effet ce soir, ce rôle est supprimé. Merci pour tes services, Harrison. Le silence qui a suivi était absolu. Il était assourdissant. On pouvait littéralement entendre la glace fondante des sculptures géantes s'égoutter dans leur bac métallique. 200 têtes se sont tournées simultanément pour me regarder. Le regard collectif de la pièce était lourd. J'ai vu de la pitié dans les yeux de l'équipe comptable. J'ai vu un choc pur chez nos fournisseurs. J'ai vu quelques-uns des fidèles de Julien, comme Owen du service commercial, cacher mal des sourires narquois derrière leur verre de cocktail. Julien se tenait sur la scène, le torse légèrement bombé. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Il s'attendait à ce que je baisse la tête, me retourne, franchisse les doubles portes arrière dans une honte absolue et disparaisse dans la nuit pour qu'il puisse reprendre son tour de victoire glorieux. Il voulait affirmer une dominance absolue. Il voulait montrer à chaque client, concurrent et employé dans cette pièce qu'il était le mâle alpha, le roi incontesté, et que même son propre frère n'était pas à l'abri de sa colère. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'ai pas laissé poindre une seule once d'émotion sur mon visage. J'ai lentement repoussé ma chaise, les pieds en bois ont raclé fort contre la moquette. Je me suis levé. Chaque œil dans la salle de bal a suivi mon mouvement. Sur la scène, la prise de Julien sur le micro s'est resserrée. Je pouvais voir ses articulations devenir blanches sous les lumières crues. Son sourire triomphant affaibli d'une fraction de millimètre, la tension devenant soudainement visible dans la ligne rigide de ses épaules. Je n'ai pas marché vers la sortie. Je suis sorti de derrière ma table et j'ai commencé à remonter l'allée centrale directement vers la Seine. Des chuchotements ont éclaté comme un feu de forêt se propageant sur des brosses sèches. Le murmure de 200 personnes confuses a rempli l'espace. J'ai dit, avec effet ce soir, Julien a tenté de parler dans le micro, sa voix craquant légèrement, trahissant un pic soudain de panique. Je l'ai complètement ignoré. Je suis passé juste devant la scène, ne lui accordant même pas la dignité d'un regard de côté.
Je suis allé droit vers la table VIP où ma famille était assise. Ma mère avait l'air terrifiée, ses mains plaquées fermement sur sa bouche, ses yeux naviguant entre moi et Julien. Mon père était assis de manière totalement rigide, sa mâchoire si serrée qu'un muscle tressautait violemment dans sa joue. À côté d'eux se trouvait mon oncle Henri, notre vice-président de l'immobilier, qui m'observait avec des yeux étroits et incroyablement calculateurs. J'ai posé mes mains sur la table et me suis penché entre mes parents. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène pour le public. J'ai parlé d'une voix si calme, si basse et si froide que seules les personnes à cette table spécifique pouvaient l'entendre par-dessus le bruit ambiant. Dis au conseil d'administration qu'il y a une réunion d'urgence dans exactement 3 heures. 22h30, salle de réunion du bureau principal. Présence obligatoire pour tous les membres du conseil. Les yeux de mon père se sont écarquillés. J'ai vu une lueur de panique brute traverser son visage vieillissant. Ma mère avait l'air profondément confuse, secouant la tête comme pour déloger physiquement les mots que je venais de prononcer. « Quelle réunion du conseil ?» a chuchoté ma mère de manière frénétique. « Harrison, mon chéri, que fais-tu » Je ne lui ai pas répondu. Je me suis redressé, j'ai lissé le devant de ma veste de costume et je me suis enfin tourné vers Julien. Il était figé sur la scène. Le micro pendait inutilement à ses côtés. L'éclat triomphant et arrogant avait totalement disparu de son visage, remplacé par un masque de profonde incertitude. J'ai élevé la voix juste assez pour qu'elle porte jusqu'aux premières rangées de table, réunion d'urgence du conseil d'administration à 22h30 ce soir. Tu devrais probablement essayer d'y être, Julien. Il a tenté de forcer un rire, regardant la foule et secouant la tête comme pour dire « Regardez mon frère aigri et fou ». De quoi parles-tu, Harrison ? Je suis le PDG et le conseil supervise le PDG, ai-je répondu, ma voix stable, tranchant la tension dans la pièce. Statut de la société, page 47. À tout à l'heure à 22h30. Je lui ai tourné le dos. J'ai remonté l'allée centrale, sentant les yeux de chaque personne me brûler le dos. J'ai poussé les lourdes portes doubles en bois de la salle de bal et suis sorti dans l'air frais du hall de l'hôtel. Derrière moi, la pièce a explosé dans un chaos total. J'entendais Julien essayer de bafouiller pour reprendre son discours, quelqu'un criant frénétiquement au technicien audio de remettre la musique de jazz, et un chœur montant de voix paniquée. J'ai donné mon ticket au voiturier, je suis monté dans ma voiture, j'ai agrippé le volant en cuir et j'ai laissé échapper une longue et lente inspiration. Je venais de larguer une bombe nucléaire sur l'héritage de ma famille. Mais alors que je sortais du parking pour m'engager sur l'autoroute, je n'ai pas ressenti une seule once de regret. Je pensais que le pire était passé. Je pensais qu'il s'agissait simplement de garder mon emploi et de remettre un homme arrogant à sa place. Je me trompais tellement. Pour vraiment comprendre comment nous sommes arrivés au point où un frère exécute publiquement son propre frère devant toute leur profession, vous devez comprendre la dynamique profondément altérée de la famille Morrison. De l'extérieur, nous étions la famille d'affaires américaine prospère classique, le genre de famille qui avait l'air absolument parfaite sur une carte de vœux glacés. Mais sous la surface, les fondations pourrissaient de l'intérieur. Notre grand-père avait créé l'entreprise de fabrication en 1965 dans un tout petit garage. Lorsqu'il est décédé, ses funérailles ont été un événement majeur dans notre ville, un témoignage de l'empire qu'il avait bâti. Mon père, Victor, a repris les rênes peu après. Victor était un travailleur acharné. Il a fait passer l'entreprise d'un modeste fournisseur régional à une entreprise de 50 millions de dollars. Il était dur, de l'ancienne école, et fonctionnait sur la conviction que le sang était plus épais que l'eau, mais que les profits d'entreprise étaient plus épais que les deux. Julien est né 3 ans avant moi. Dès l'instant exact où il a su marcher et parler, il a été l'enfant chéri incontesté de la famille. Il était le quart arrière vedette du lycée, le roi du bal, le gamin qui pouvait se sortir d'une amende pour excès de vitesse avec un sourire charmant et une blague. Il était tout ce que mon père voulait chez un fils, bruyant, charismatique et agressivement confiant. Lorsque Julien a complètement dilapidé tout son fonds d'études en faisant la fête dans une université publique, s'en sortant à peine avec un diplôme en communication inutile, mes parents ont simplement ri en disant que c'était une phase inoffensive. Il se cherche, disait ma mère lors des dîners de Thanksgiving somptueux, passant la dinde pendant que Julien envoyait des SMS sous la table, ignorant totalement la famille. Les années 20 de Julien ont été une suite de désastres coûteux. Il y a eu un bref mariage catastrophique qui s'est terminé par un divorce très laid.
Ce divorce a coûté à mes parents une fortune absolue en frais d'avocat et un règlement immobilier massif juste pour garder la fille silencieuse et protéger l'image publique de la famille. Il y a eu un incident de conduite en état d'ivresse mineure qu'ils ont étouffé avec d'autres manœuvres juridiques coûteuses. Julien n'a jamais fait face à une seule conséquence, chaque fois qu'il tombait, mes parents étaient là avec un filet de sécurité massif tissé dans les profits de l'entreprise. J'étais totalement différent. J'étais le calme. J'étais analytique, observateur et profondément introverti. Comme les restes du fonds d'études avaient été vidés par les frais d'avocat de Julien et son règlement de divorce, j'ai payé mes propres études dans une université d'État locale. J'ai fait des équipes de nuit éprouvantes dans un centre de distribution Walmart, chargeant des camions jusqu'à ce que mon dos hurle d'agonie juste pour payer mes frais de scolarité. J'ai étudié les finances, le droit des affaires et la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Je me souciais réellement de la façon dont le monde fonctionnait, de la façon dont les systèmes opéraient, et pas seulement de l'apparence des choses en surface. Julien a rejoint l'entreprise familiale dès qu'il a eu 22 ans. Papa l'a instantanément nommé cadre dans le service commercial. On lui a remis une voiture de fonction de luxe, un compte de dépenses illimité non mérité et le titre non gagné de vice-président. Julien passait ses journées à emmener de riches clients pour des déjeuners avec des steaks à $300, à jouer 18 trous de golf le mardi après-midi et à s'attribuer agressivement le mérite du travail acharné des jeunes représentants commerciaux. J'ai rejoint l'entreprise quand j'avais 20 ans, alors que je terminais encore mon diplôme. Je n'ai pas eu de bureau, j'ai commencé dans l'entrepôt poussiéreux et non climatisé. J'ai appris le système d'inventaire à partir de zéro. J'ai appris exactement pourquoi nos itinéraires d'expédition étaient inefficaces et pourquoi nous perdions de l'argent sur le fret endommagé lorsque la récession a frappé fort et que l'entreprise vacillait au bord de l'effondrement total. C'est moi qui suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin chaque nuit dans un bureau en sous-sol sans fenêtre. J'ai épluché nos baux commerciaux ligne par ligne. J'ai renégocié nos contrats de fournisseurs. J'ai restructuré nos programmes de retraite pour trouver des moyens de maintenir l'entreprise à flot sans licencier nos ouvriers d'usine. J'ai reconstruit tout notre modèle opérationnel. Je me suis battu bec et ongle pour réduire nos coûts de matières premières. Sur une période de 10 ans, pendant que Julien se faisait prendre en photo pour des magazines d'affaires locaux et acceptait des prix qu'il n'avait pas mérités, j'ai sacrifié mon propre salaire et ma vie personnelle pour faire économiser à l'entreprise $12 millions en bénéfices nets. J'ai construit les systèmes financiers complexes qui garantissaient que les chèques de commission massifs de Julien passent réellement à la banque. J'ai finalement été promu directeur des opérations, non pas parce que j'étais le fils du patron, mais parce que l'entreprise s'écroulait littéralement dans la faillite sans moi pour soutenir les piliers. Mais personne à l'extérieur du bâtiment ne connaissait mon nom. Pour le secteur, la société Morrison, c'était Victor et Julien. Il y a 3 ans, tout a basculé définitivement. Nous étions dans la vaste propriété de mes parents pour un dîner dominical. Papa a tapé sur son verre à vin en cristal précieux avec une cuillère en argent. Il semblait plus âgé ce soir-là, profondément fatigué. Il a annoncé qu'il allait commencer une transition de 3 ans vers la retraite. Et puis il a fait le tour de la table et a posé sa lourde main sur l'épaule de Julien. Je suis incroyablement fier d'annoncer que Julien va reprendre la direction de cette entreprise en tant que prochain PDG, a dit mon père, des larmes montant dans ses yeux. Ma mère a applaudi avec excitation, se précipitant pour embrasser la joue de Julien. Julien a arboré ce sourire aveuglant et répété et a serré mon père dans ses bras. Je suis resté assis au bout de la longue table à manger, tenant ma fourchette, complètement et totalement invisible. Pas une seule personne n'a demandé ce que j'en pensais. Pas une seule personne n'a reconnu la réalité terrifiante que placer un homme incapable de lire un bilan de base à la tête d'une entreprise de $50 millions était une mission suicide. J'ai applaudi doucement, bu mon eau et avalé le goût métallique et amer de la réalité. C'était mon héritage, le privilège de me tuer au travail pour que Julien puisse porter la couronne. Pendant 3 longues années, la transition s'est éternisée. Julien a suivi papa, mais il n'a pas réellement appris la mécanique de l'entreprise, il a appris la culture. Il s'est entièrement concentré sur l'image publique, les campagnes de marques coûteuses et l'embauche de consultants externes qui parlaient en jargon d'entreprise vide. Il a fait venir Sylvia, une conseillère stratégique impitoyable qui facturait un acompte mensuel fou juste pour s'asseoir dans des réunions et dire à Julien à quel point ses terribles idées étaient brillantes. Pendant ce temps, j'ai gardé les lumières allumées. J'ai géré les plannings de l'usine, les litiges complexes de RH, les audits fiscaux brutaux.
J'ai regardé Julien autoriser des dépenses ridicules et frivoles et des séjours d'entreprise dans des stations de ski de luxe. Des baux de véhicules de luxe pour ses copains du service commercial alors que je devais me battre avec lui dans des disputes hurlantes juste pour obtenir l'approbation de mise à niveau de sécurité de base sur la ligne de fabrication. La tension dans le bureau montait comme dans une cocotte minute dont la valve aurait été soudée. Et elle a finalement explosé exactement une semaine avant la soirée d'investiture. C'était un mardi après-midi pluvieux. L'assistante de Julien a appelé mon bureau pour dire que le nouveau PDG demandait ma présence immédiate. J'ai parcouru le long couloir moquetté jusqu'à son bureau d'angle. Il faisait le double de la taille du mien, avec des baies vitrées donnant sur la silhouette de la ville. Julien était assis derrière son massif bureau en acajou, adossé dans son fauteuil en cuir importé, lançant distraitement une balle de golf en l'air. Sylvia était assise sur le canapé en cuir dans le coin, tenant une tablette, un sourire moqueur et prédateur sur les lèvres. Harrison, ferme la porte, a ordonné Julien sans lever les yeux de sa balle de golf. J'ai fermé la lourde porte, mais je ne me suis pas assis, je suis resté fermement debout devant son bureau. De quoi as-tu besoin, Julien ? J'ai une réunion de logistique dans 10 minutes. Je fais de grands changements quand je prendrai officiellement les rênes la semaine prochaine, a-t-il dit, rattrapant enfin la balle et fixant ses yeux sur moi. D'accord, de grands changements. Je restructure la direction. L'entreprise a besoin d'une culture fraîche. Nous devons être agressifs, orientés vers l'avenir. Il ressemblait exactement à quelqu'un qui citait un podcast qu'il comprenait à peine. D'accord, qu'est-ce que cela signifie pour les opérations, ai-je demandé platement, refusant de lui donner la réaction qu'il voulait. Julien s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bois poli de son bureau. Tu es directeur des opérations depuis une décennie, Harry. C'est long pour être coincé dans la boue. J'ai besoin de ma propre équipe. J'ai besoin de gens qui ne remettent pas en question mon autorité chaque fois que je veux autoriser un budget marketing. Des gens qui comprennent que c'est moi le patron, pas un partenaire. Sylvia est intervenue depuis le canapé, sa voix suintant de condescendance. Nous pensons simplement que votre approche conservatrice de la répartition du capital freine activement la grande vision de Julien. Harrison, vous manquez d'appétit pour le risque. Je l'ai complètement ignoré. J'ai gardé mes yeux rivés sur mon frère. Donc, tu me renvoies. Je l'annoncerai vendredi lors de l'investiture, a dit Julien avec aisance, aussi naturellement que s'il discutait de commander le déjeuner pour le bureau. Devant tout le monde, ai-je demandé, gardant ma voix parfaitement égale. À l'intérieur, mon sang bouillonnait, je ressentais une colère froide et terrifiante s'installer au fond de mon estomac. Mon propre frère ? Ardoise propre. Nouvelle ère, a dit Julien en offrant un sourire serré et arrogant qui n'atteignait pas ses yeux. Ce n'est rien de personnel, Harry. C'est juste les affaires. Je m'assurerai que Clara au RH te donne un ensemble d'indemnités équitables. Tu pourras peut-être enfin prendre des vacances. Dieu sait que tu as besoin de bronzer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé son bureau en acajou coûteux. J'ai juste fixé mon frère en silence pendant 5 longues et agonisantes secondes. J'ai regardé l'homme qui s'était appuyé sur ma sueur, mon stress et mon intellect pendant toute sa vie d'adulte. D'accord, ai-je dit doucement. Julien a eu l'air véritablement surpris, son front plissé de confusion. C'est tout ? Pas d'argument ? Tu ne vas pas courir dans le couloir pour pleurer auprès de papa. Non. Je pensais que tu rendrais cela difficile, a-t-il ricané, s'adossant à nouveau dans sa chaise, clairement déçu de ne pas avoir pu affirmer sa dominance dans une dispute. C'est bien de voir que tu connais enfin ta place dans la chaîne alimentaire. Je me suis retourné, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je suis retourné directement à mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le tiroir du bas de mon lourd classeur en acier. J'ai sorti un épais classeur en cuir, les documents fondateurs et les statuts de la société. Je n'avais pas besoin de les lire, je connaissais les clauses exactes par cœur pour avoir rédigé des révisions pour mon père des années auparavant. J'avais juste besoin de m'assurer que j'avais les copies physiques prêtes. Julien pensait que j'avais accepté la défaite, il pensait que je me couchais comme un chien battu, acceptant mon exil sans cérémonie pour qu'il puisse porter sa couronne non méritée dans une paix totale. Il n'avait absolument aucune idée qu'en essayant de m'humilier en public, il venait de me tendre l'allumette pour brûler toute sa vie parfaite. Je suis arrivé dans ma maison de banlieue calme à 21h, exactement 30 minutes après être sorti de la salle de bal du Marriott.
L'adrénaline bourdonnait encore violemment dans mes veines, me faisant trembler légèrement les mains, mais mon esprit était complètement et terrifiantement clair. J'ai retiré ma veste de costume, j'ai desserré mon nœud de cravate et je suis allé directement à la cuisine pour préparer un pot de café noir fort, j'avais besoin d'être affûté. Mon téléphone portable vibrait si fort contre le comptoir en granit qu'il dansait pratiquement vers le bord. Des dizaines de messages textes et d'appels manquaient affluer à la seconde. Clara RH, oh mon Dieu Harry, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas bien? Rappelle-moi. Owen commercial, exécution publique brutale. Tu ferais mieux d'emballer ton bureau ce week-end. Oncle Henry, répond à ce foutu téléphone, Harrison. Tu es sérieux au sujet de cette réunion? Maman, s'il te plaît Harrison, je t'en supplie, ne gâche pas la soirée spéciale de ton frère. S'il te plaît, rentre chez toi et dors. Nous pourrons parler demain. Je les ai tous ignorés. J'ai balayé les notifications. Je n'avais pas le temps ni l'énergie émotionnelle pour leur panique, leur schadenfreude ou leur pitié. Je suis entré dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé l'impression des documents spécifiques que j'avais préparés une semaine auparavant. L'imprimante a craché des copies propres et chaudes des statuts de l'entreprise, en soulignant spécifiquement la page 47, section 12. Je les ai méthodiquement organisés dans 5 chemises jaunes propres, m'assurant que chaque page était parfaitement alignée. À 22 heures, j'ai pris la pile de chemises, je suis remonté dans ma voiture et j'ai conduit à travers les rues vides de la ville en direction du siège social de l'entreprise. Le massif bâtiment de verre et d'acier était complètement sombre et silencieux, offrant un contraste saisissant avec la célébration artificielle bruyante qui se déroulait encore à l'autre bout de la ville. J'ai badgé au bureau de sécurité, prenant l'ascenseur exécutif privé jusqu'au dernier étage. J'ai parcouru le long couloir et j'ai poussé les lourdes portes doubles de la salle de réunion principale. J'ai actionné l'interrupteur et les lumières fluorescentes ont clignoté avant de s'allumer. La pièce était stérile, froide, sentant légèrement le nettoyant à la citronnelle et le café rassis d'une réunion du matin. C'était l'endroit absolu et parfait pour une exécution d'entreprise. J'ai fait le tour de la grande table en chêne poli, plaçant une chemise au centre exact de chaque buvard en cuir à chacune des 5 chaises désignées. Je me suis assis au bout de la table, je me suis versé un verre d'eau glacée depuis la carafe en cristal et j'ai attendu dans le silence. À 22h15, la lourde porte en verre s'est ouverte. L'oncle Henry est entré le premier. Henry était le frère cadet de papa, un gars pragmatique qui gérait toutes nos acquisitions immobilières complexes. Il m'a regardé, a laissé échapper un soupir lourd et épuisé, et a jeté ses clés de voiture sur la table. Est-ce vraiment nécessaire ce soir, Harrison, a demandé Henry en se frottant les tempes comme s'il combattait une migraine. C'est ton frère. Il était ivre d'attention et de champagne. Laisse-le dessouler et nous pourrons gérer cela calmement lundi matin. Il m'a licencié sur une scène devant 200 personnes, Henry, ai-je dit calmement en prenant une gorgée d'eau. Sans vérifier s'il possédait légalement l'autorité de le faire. Oui, c'est nécessaire. Prends siège. Henry n'a pas discuté davantage, il connaissait mon ton. Il a tiré sa chaise et s'est assis, ouvrant immédiatement la chemise devant lui et mettant ses lunettes de lecture. À 22h20, Grégory et Félix sont arrivés ensemble. Ils étaient les 2 membres indépendants du conseil d'administration. C'étaient 2 hommes à la fin de la soixantaine, des vétérans de l'industrie qui avaient fait leur fortune personnelle des décennies plus tôt. C'étaient eux qui m'avaient vu reconstruire la chaîne d'approvisionnement fragile de l'entreprise à partir de zéro pendant la récession. Ils ne se souciaient pas des drames familiaux, ils respectaient les chiffres et savaient que c'était moi qui les fournissais constamment. Ils m'ont adressé un hochement de tête sombre, leur visage lisible, et ont pris leurs sièges respectifs. À 22h25, la porte s'est rouverte. Ma mère est entrée la première, le visage terreux, son maquillage du soir légèrement étalé sous ses yeux. Elle avait l'air absolument terrifiée, serrant son sac de marque contre sa poitrine comme un bouclier. Derrière elle se trouvait mon père. Victor semblait complètement vidé de toute vie. La fierté rayonnante de la vidéo d'investiture avait totalement disparu, remplacée par une réalité lourde et étouffante. Il a croisé mon regard brièvement pendant une fraction de seconde avant de détourner les yeux de honte et de prendre sa place en tête de table. Il était exactement 22h30 lorsque Julien a fait irruption par la porte. Il respirait fort, son costume d'investiture sur mesure froissé, sa cravate en soie desserrée et pendouillant de travers autour de son cou. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre.
Il ressemblait exactement à un homme qui venait de courir pour s'éloigner d'un bâtiment en feu pour réaliser qu'il était encore en feu. Il s'est arrêté net, regardant autour de la pièce brillamment éclairée. Il a vu nos parents regarder la table. Il a vu notre oncle. Il a vu Grégory et Félix le fixer avec un froid professionnalisme. Enfin, ses yeux frénétiques se sont posés sur moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Julien, sa voix résonnant fort dans la pièce silencieuse. Il a pointé un doigt tremblant et accusateur directement vers moi. Je suis au milieu de la nuit la plus importante de ma vie entière, en train d'essayer de limiter les dégâts avec nos plus grands clients parce que tu as décidé de faire une crise de jalousie publique. Je n'ai pas fléchi. J'ai désigné la seule chaise vide restante à la table. Réunion du conseil d'administration. Prends siège, Julien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis le PDG, a-t-il crié en frappant sa main contre le cadre de la porte en bois. Assieds-toi, a ordonné mon père. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui a fait fermer la bouche de Julien instantanément. Julien s'est avancé lentement et s'est laissé tomber lourdement sur la chaise vide, regardant autour de la table comme un animal piégé, réalisant que la porte de la cage venait de se verrouiller. « Pourquoi sont-ils tous ici ?» a demandé Julien en désignant sauvagement Grégory et Félix. « Je connais à peine ces mecs. Ils sont le conseil d'administration, Julien, ai-je dit en ouvrant ma propre chemise. Je sais ce qu'est le conseil, Harrison, a craché Julien, sa lèvre supérieure se retroussant de dégoût. Mais pourquoi diriges-tu la réunion? Tu n'es pas au conseil. Tu n'es qu'un ex-employé aigri qui n'a pas pu supporter d'être renvoyé. En fait, Julien, ai-je dit en joignant les mains sur la table et en me penchant en avant, je suis au conseil. Je le suis depuis 8 ans. Julien a cligné des yeux. Il a physiquement reculé, se pressant contre le dossier de sa chaise, comme si je venais de lui tendre le bras pour le gifler au visage. Il s'est tourné vers notre père, ses yeux grands ouverts d'une trahison profonde. « Quoi, papa ? De quoi parle-t-il » Mon père n'a pas regardé Julien, il a fixé ses propres mains posées sur la table. Il est membre à part entière du conseil depuis 2016, Julien. Juste après qu'il a restructuré nos finances et sauvé le portefeuille immobilier commercial du défaut de paiement. Et personne ne me l'a dit? La voix de Julien a craqué, le ton devenant haut, désespéré et remarquablement enfantin. Tu n'as jamais demandé, ai-je déclaré, ma voix tranchant sans effort sa panique montante. Pas une seule fois en 8 ans tu ne t'es assis pour demander comment les décisions du conseil étaient prises ou qui détenait le pouvoir de vote. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi des dépenses majeures étaient miraculeusement retardées jusqu'au mardi matin après que nous nous soyons réunis dans cette pièce même. Tu as simplement supposé que le grand titre de PDG te donnait un pouvoir dictatorial absolu sur tout et tout le monde. Ce n'est pas le cas. Le visage de Julien est passé par une suite rapide de sentiments, confusion absolue, incrédulité profonde, rage pure, pour finalement se fixer sur une arrogance défensive désespérée. Très bien, a ricané Julien en croisant les bras sur sa poitrine. Tu es au conseil. Félicitations, Harry, tu as gardé un secret. De quoi s'agit-il pour cette réunion d'urgence? Parce que j'ai une fête pleine de gens que je dois rejoindre. J'ai regardé les notes devant moi. Cette réunion d'urgence a été convoquée pour traiter formellement de la décision du PDG ce soir de mettre fin aux fonctions du directeur des opérations sans l'approbation préalable du conseil. Je n'ai pas besoin de l'approbation du conseil pour licencier un employé insubordonné. A hurlé Julien en frappant son poing sur la table si fort que la carafe d'eau a tremblé. En fait, si, ai-je répondu en faisant glisser le document souligné vers lui. Statut de la société, page 47, section 12. Tous les changements de direction exécutive nécessitent un vote à la majorité du conseil. C'est juridiquement contraignant. Tu ne peux pas me licencier, Julien, tu manques littéralement du pouvoir de le faire. Julien a saisi le papier. Ses yeux ont balayé rapidement le jargon juridique dense. J'ai regardé avec une satisfaction profonde le sang se vider entièrement de son visage, le laissant pâle et suant. C'est insensé, a-t-il bafouillé en laissant tomber le papier. Tu vas m'empêcher de diriger ma propre entreprise. Ce n'est pas ton entreprise, Julien. Mais nous y viendrons plus tard, ai-je dit froidement. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chacun. Y a-t-il une motion sur la table? Le silence est resté lourd dans la pièce. Grégory s'est raclé la gorge.
Je propose de voter sur le licenciement du directeur des opérations, a dit doucement l'oncle Henri en fixant sa chemise. Appuyez, a ajouté Félix sans hésitation. La motion est sur la table, ai-je annoncé, agissant de manière fluide comme président de séance de facto. Tous ceux qui sont favorables au licenciement d'Harrison Morrison, avec effet immédiat. Julien a jeté désespérément sa main en l'air. Il a regardé autour de la table, ses yeux grands, frénétiques et suppliants. Il a regardé Henri, Henri a détourné les yeux, étudie le mur. Il a regardé Grégory et Félix, ils l'ont fixé avec des expressions neutres et impitoyables. Enfin, il a regardé le bout de la table vers notre père. Papa, a supplié Julien, sa voix se brisant complètement. Papa, allez. Je suis le PDG. J'ai besoin de ma propre équipe. Tu me l'as promis. Tu me l'as promis. Victor a fermé les yeux pendant un long et agonisant moment. Le silence était brutal. Puis il a ouvert les yeux. Il n'a pas levé la main. Tous ceux qui s'y opposent, ai-je demandé, ma voix résonnant clairement. J'ai levé la main bien haut. L'oncle Henri a levé la sienne. Grégory et Félix ont levé les leurs à l'unisson. Ma mère, pleurant en silence et secouant la tête, a levé une main tremblante. Et enfin, lentement, comme si son bras pesait 500 kilos, mon père a levé la main. 5 contre 1, ai-je déclaré, les mots tombant comme de lourdes enclumes sur la table en chêne poli. La bouche de Julien est restée ouverte. Aucun son n'est sorti. Il ressemblait à un homme qui étouffait en eau profonde. Il a fixé notre père, la trahison dans ses yeux si brutes, si totalement dévastatrice qu'elle était presque inconfortable à observer. Tu votes contre moi, a chuchoté Julien, sa voix à peine audible. Ton propre fils. La nuit de mon investiture. Je vote pour ce qui est juridiquement le mieux pour la survie de cette entreprise, Julien, a dit papa, sa voix rauque et pleine de chagrin. C'est mon devoir fiduciaire en tant que membre du conseil. Tu as agi de manière imprudente. Tu as laissé ton ego te diriger. Julien s'est levé si violemment que sa lourde chaise en cuir a basculé vers l'arrière et s'est écrasée fort contre le mur. C'est incroyable, a-t-il crié, son visage prenant une vilaine teinte violette. Je suis le PDG. Je devrais pouvoir prendre une seule foutue décision sans demander la permission à une bande de vieux mecs et à un jeune frère aigri et rancunier. Tu es le PDG, Julien, les jeux interrompus en me levant pour faire face à son regard furieux. Tu n'es pas un roi. Tu n'es pas un dictateur. Tu as un travail à faire, j'ai un travail à faire, et le conseil s'assure que nous les faisons tous les deux légalement et correctement. Si tu avais passé les 3 dernières années à apprendre réellement l'entreprise au lieu de choisir des sculptures sur glace et de goûter du champagne, tu le saurais. Cela l'a frappé comme un coup lourd au visage. Il a fait un pas en arrière, pointant un doigt tremblant et accusateur vers moi. Ce n'est pas fini, Harrison. Je jure devant Dieu que ce n'est pas fini. En fait, si, ai-je dit froidement en rassemblant mes papiers. Le vote a eu lieu. Tu as perdu. C'est exactement comme cela que fonctionne la gouvernance d'entreprise. Ferme la porte en sortant. Julien a laissé échapper un son guttural de rage pure, a tourné sur ses talons et est sorti en trombe de la salle de réunion. La lourde porte en verre s'est refermée violemment derrière lui, tremblant dans son cadre métallique. La pièce est devenue totalement silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la climatisation. Ma mère sanglotait doucement dans ses mains, ses épaules tremblant. L'oncle Henri a finalement laissé échapper un long et lent soupir, a retiré ses lunettes de lecture et m'a regardé. Eh bien, c'était brutal. Il m'a licencié sur une scène devant 200 personnes, Henri, ai-je dit en tapant mes chemises pour les aligner parfaitement contre la table. J'ai juste répliqué avec de la paperasse. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis rentré chez moi, j'ai mis un pantalon de survêtement confortable et je suis resté assis dans mon salon sombre, regardant la silhouette de la ville briller à travers les grandes fenêtres. Je n'étais pas anxieux. Je n'avais pas peur des retombées, j'attendais simplement. Julien était beaucoup de choses, arrogant, imbu de sa personne, paresseux. Mais par-dessus tout, il était incroyablement prévisible. Tout son ego était un ballon fragile et enflé, et je venais de le percer avec une aiguille devant le seul homme dont il convoitait l'approbation par-dessus tout, notre père. Je savais exactement comment il allait riposter. À 6h30 le samedi matin, alors que le soleil commençait à peine à projeter une lumière grise sur la ville, mon téléphone portable a sonné.
C'était un numéro inconnu avec un indicatif régional de San Francisco. Je savais exactement ce que c'était. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Allô? Harrison Morrison, a demandé une voix féminine tranchante, nasillarde et totalement désagréable. Ici Penelope Vance, du cabinet Vance & Associates. Je suis le conseil juridique retenu pour votre frère, Julian Morrison. Nous devons immédiatement discuter des graves irrégularités de procédure concernant la réunion improvisée du conseil d'administration d'hier soir. Un avocat. Il avait réellement appelé un avocat d'affaires très cher avant même que le soleil ne se lève. Julian était terrifié. Bonjour, Pénélope, ai-je dit en la mettant délibérément sur haut-parleur tout en allant dans la cuisine pour préparer un autre pot de café. Il n'y a absolument rien à discuter. Un vote formel a eu lieu. Il est juridiquement contraignant. C'est fait. Mon client estime qu'il a été contraint et que la réunion manquait gravement de préavis documentés appropriés selon le droit des sociétés de l'État, a répliqué Pénélope, glissant sans effort dans son rôle d'avocate agressive facturant à la minute. Nous nous préparons à déposer une injonction immédiate contre la décision du Conseil. Nous bloquerons cela dans un procès pendant des années s'il le faut. Pénélope, laissez-moi vous faire économiser des heures facturables coûteuses, ai-je dit en versant de l'eau dans la cafetière. La réunion a été convoquée en vertu de la clause d'urgence stricte des statuts, section 4, paragraphe 2. Tous les membres actifs du Conseil étaient présents. Un quorum légal a été définitivement établi. Le vote a été enregistré et attesté par 2 administrateurs indépendants. Votre client a perdu dans les règles. Dites-lui de lire la page 47 et dites-lui d'arrêter de se cacher derrière des avocats coûteux lorsqu'il fait une crise parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Passez un excellent week-end. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement bloqué le numéro de San Francisco. Moins de 30 secondes plus tard, mon téléphone s'est éclairé avec un appel direct de Julian. J'ai répondu, en le mettant sur haut-parleur lui aussi. Tu ne peux pas me faire ça, a hurlé Julian dans le combiné. Sa voix était rauque, il semblait complètement hors de lui, comme s'il avait passé toute la nuit à faire les 100 pas dans son appartement. Bonjour à toi aussi, monsieur le PDG, ai-je répondu calmement, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. J'ai engagé une avocate, Harry. La meilleure de l'État. Elle dit que j'ai des motifs pour contester cette réunion absolue. Je te traînerai devant les tribunaux. Je te poursuivrai pour ingérence préjudiciable dans mon contrat. Elle te facture $600 de l'heure pour te dire exactement ce que tu veux entendre, Julian, ai-je dit, ma voix stable et complètement dépourvue de sympathie. Tu n'as pas de motifs légaux pour un procès. Tu as un ego froissé parce que tu as enfin réalisé que tu n'es pas le roi du château. Je suis le PDG d'une entreprise de 50 millions de dollars, a-t-il hurlé, le téléphone grésillant sous le volume de sa voix. Alors commence à agir comme tel, ai-je répliqué, ma patience devenant enfin mince comme du papier. Lis les foutus statuts. Apprends comment l'entreprise fonctionne réellement. Apprends à quoi ressemble un bilan. Présente-toi aux réunions du conseil préparées au lieu de pleurnicher comme un enfant gâté parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Des réunions du conseil dont je n'étais même pas informé. A-t-il crié en retour, sa voix lourde de désespoir. Parce que vous m'avez tous gardé cela secrètement. Parce que tu n'as jamais demandé, ai-je rétorqué avec force. Pas une seule fois en 8 longues années tu ne t'es assis pour demander à papa comment les vraies décisions étaient prises. Parce que tu étais trop occupé à emmener des clients dans des loges de luxe lors de matchs de football et à t'attribuer le mérite de mes marges bénéficiaires pour t'en soucier. Tu as simplement supposé que le titre te donnait une couronne. Ce n'était pas le cas. Il y a eu un long et lourd silence à son bout de la ligne. J'entendais sa respiration saccadée et inégale. Depuis combien de temps, a finalement demandé Julian, sa voix devenant basse, menaçante et profondément amère. Depuis combien de temps riez-vous dans mon dos? Je n'ai jamais ri, Julian. Je travaillais. Il a raccroché. J'ai bu mon café dans un silence complet. La maison était calme, mais je savais avec une certitude absolue que ce n'était que le calme avant l'ouragan. Julian n'allait pas accepter la défaite, il ne le pouvait pas. Toute son identité était enveloppée dans le fait d'être le gagnant, le préféré, l'homme aux commandes. À 10 heures précises, mon téléphone a vibré avec une invitation de calendrier automatisé. Objet, Assemblée générale d'urgence des actionnaires. Heure, aujourd'hui, 14 heures. Lieu, grande salle de réunion.
Organisateur, Julian Morrison. J'ai fixé l'écran lumineux, une assemblée d'actionnaires. C'était une toute autre histoire qu'une réunion du conseil d'administration. Les membres du conseil votent à raison d'une personne, une voix, les assemblées d'actionnaires sont pondérées uniquement par le pourcentage de capital que vous possédez légalement dans l'entreprise. J'ai immédiatement appelé mon père. Il a répondu dès la première sonnerie. Il semblait vieux, épuisé au-delà de toute mesure. « As-tu approuvé cette invitation ?» lui ai-je demandé sans préambule. « Non », a soupiré Victor lourdement dans le téléphone. « Ton frère l'a envoyé par le biais de sa nouvelle avocate. Il demande officiellement une assemblée d'actionnaires pour traiter ses griefs et tenter de restructurer l'autorité du conseil. Il n'y a pas de motifs légaux pour un grief, papa. Je sais, a dit papa lentement. J'y ai pensé une seconde, mon esprit parcourant la structure d'entreprise. Papa, qui sont exactement les actionnaires? Je connais parfaitement la structure du conseil, mais nous n'avons jamais tenu d'assemblée générale formelle d'actionnaires depuis 15 ans que je travaille ici. C'est une entreprise familiale privée. Papa est resté silencieux pendant un long et lourd moment. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le son rythmé et faible d'une horloge grand-père qui tic-taquait en arrière-plan de son bureau à domicile. « Viens à la maison », a-t-il finalement dit, sa voix empreinte d'un chagrin profond et non résolu. À 13h. Avant que cette réunion n'ait lieu, il y a quelque chose que tu dois voir. Quelque chose que j'aurais dû te montrer il y a très longtemps concernant ton héritage dans cette entreprise. J'ai raccroché le téléphone, un œuf froid et dur se formant au fond de mon estomac. Je réalisais à ce moment précis que la vraie bataille n'avait même pas encore commencé. Julian allait droit dans un bain de sang cet après-midi, et il était complètement et tragiquement aveuglé. J'ai garé ma voiture dans l'allée circulaire parfaitement entretenue de la vaste propriété de mes parents à 13h précises. Le quartier était calme, le genre de calme qui ne vient qu'avec la vieille richesse et les grands terrains. C'était la maison que mon grand-père avait achetée des décennies plus tôt, la maison que mon père avait agrandie, et la maison que Julian avait toujours supposé qu'il hériterait un jour sans lever le moindre petit doigt. Le contraste entre ma berline fiable et modeste et les massifs piliers en pierre du porche d'entrée ne m'a pas échappé. Je me suis garé, j'ai gravi les larges marches en pierre et j'ai sonné à la lourde cloche en laiton. Ma mère a ouvert la porte presque immédiatement. Elle semblait avoir pris 10 ans en une nuit. Elle portait un simple pull en cachemire gris et ses yeux étaient rouges, enflés et boursouflés par des heures de pleurs. Elle n'a pas dit un mot au début, elle s'est simplement avancée et m'a serré fort dans ses bras, son petit corps tremblant contre ma poitrine, avant de s'écarter pour me laisser entrer dans le grand hall. Il nous a appelés à minuit hier soir, a chuchoté ma mère, sa voix fragile et tremblante alors que nous nous tenions sur le marbre importé. Il hurlait, Harrison, il hurlait simplement dans le téléphone en parlant de trahison et de conspiration. Je ne l'ai pas vu aussi incroyablement contrarié depuis son divorce difficile il y a 5 ans. Il est complètement hors de contrôle. Il n'arrêtait pas de dire que tu lui avais volé son entreprise. Il survivra, maman, ai-je dit doucement, bien que ma voix ne contienne aucune chaleur ni sympathie réelle pour mon frère aîné. Il fait une crise parce que quelqu'un lui a enfin dit non. Où est papa? Il est dans son bureau, a-t-elle dit en désignant le long couloir moquetté. Il y est depuis 4 heures du matin. Est-ce me plaît, Harrison, essaie de ne pas le contrarier davantage, sa tension artérielle ne peut pas supporter ce genre de stress. J'ai hoché la tête, j'ai parcouru le long couloir et j'ai poussé la lourde porte en chêne massive du bureau de mon père. La pièce sentait le vieux papier, les reliures en cuir riche et le scotch coûteux que mon père gardait sur l'étagère du bas de sa bibliothèque. Papa était assis derrière son massif bureau en acajou. La surface, habituellement parfaitement organisée, était entièrement couverte de documents juridiques denses, d'épaisses chemises et de piles de certificats d'action. Il avait ses lunettes de lecture relevées sur le front et se frottait les yeux fatigués avec la paume de ses mains. « Assieds-toi, Harrison » a dit mon père. Il n'a pas levé les yeux tout de suite, il continuait de fixer un morceau de papier spécifique devant lui. Je me suis assis dans l'un des fauteuils à oreilles en cuir vert foncé en face de son bureau. Le silence dans la pièce était lourd, épais de décennies de tensions familiales non dites et de secrets d'entreprise. Mon père a finalement soupiré, c'était un son profond qui semblait venir du fond de ses poumons. Il a tendu le bras à travers le large bureau et a fait glisser une épaisse chemise bleu foncé vers moi. C'est la répartition officielle des actions de la société, Harrison, a dit mon père, sa voix grave. C'est la propriété réelle et juridiquement contraignante de toute l'entreprise, y compris les biens immobiliers commerciaux,
les actifs de fabrication, les brevets et le capital liquide. J'ai ouvert l'épaisse chemise bleue. La première page était un graphique en camembert vivement coloré, suivi de dizaines de pages de transferts juridiques notariés et de dépôts d'État. J'ai regardé les chiffres sur la page de résumé. Mes yeux ont balayé les colonnes. J'ai senti mon estomac tomber physiquement, une vague de choc profond me submergeant. Victor Morrison, mon père, détenait 40% de l'entreprise. Margaret Morrison, ma mère, détenait 20%. Harrison Morrison, moi-même, détenait 25%. Henry Morrison, mon oncle, détenait 10%. Et puis il y avait Julian. Julian Morrison, l'enfant chéri, le PDG nouvellement couronné, l'homme qui avait tenté de détruire publiquement ma vie la nuit précédente, Julian détenait exactement 5%. J'ai fixé le papier. Je l'ai lu une deuxième fois, puis une troisième, absolument certain que je mal interprétais le jargon juridique complexe ou que je lisais une faute d'impression. Je possède 25% de cette entreprise, ai-je demandé, ma voix étant à peine plus qu'un murmure enroué. Papa a hoché la tête lentement, ses yeux fatigués croisant enfin les miens. Oui, tu les possèdes. Et Julian? Julian ne possède que 5%? Oui, c'est exact. Comment, ai-je demandé, complètement déconcerté, me penchant en avant sur ma chaise. Quand est-ce arrivé? Nous n'avons jamais parlé de cela. Je pensais que mon héritage allait simplement être un partage standard 50-50e de ce qui resterait quand tu décéderais. Je pensais que je n'étais qu'un employé. C'est arrivé progressivement, a expliqué mon père en s'adossant dans son fauteuil en cuir et en croisant les bras. Au cours des 10 dernières années, chaque fois que tu franchissais une étape majeure pour cette entreprise, je transférais du capital. Quand tu as travaillé 80 heures par semaine pour restructurer les finances défaillantes en 2014, j'ai transféré 3% à ton nom. Quand tu as décroché le contrat de fabrication massif avec Meridian qui nous a sauvés de la faillite, j'ai transféré 4% de plus. Quand tu as sauvé à toi seul le portefeuille immobilier commercial du défaut de paiement pendant le ralentissement du marché, j'ai transféré 5%. C'était la seule façon pour moi de justifier légalement et moralement ton maigre salaire pendant que Julian était dehors à dilapider un compte de dépenses massif et à exiger des primes pour des ventes auxquelles il avait à peine contribué. Est-ce que Julian le sait? Ai-je demandé, mon esprit parcourant les implications. Sait-il que je possède 5 fois plus de l'entreprise que lui? Je lui ai dit il y a 3 ans, a dit papa, son visage se durcissant dans un regard de profonde déception. La nuit où je l'ai annoncé comme le nouveau PDG. Nous étions dans cette pièce même. Je lui ai tendu son certificat d'action de 5% dans un classeur en cuir. Il l'a regardé, a souri, a dit « C'est super, papa », et a immédiatement changé de sujet pour poser des questions sur le bail de sa nouvelle voiture de luxe et son adhésion au country club. Il n'a jamais posé de questions sur les 95% restants de l'entreprise. Je ne pense honnêtement pas qu'il ait assimilé ce que le capital signifiait réellement. Il pensait qu'être nommé PDG signifiait la propriété totale et incontestée. Il pensait qu'un titre élégant sur une carte de visite signifiait le pouvoir ultime. Toi et moi connaissons la différence vitale entre un titre et le capital réel. J'ai à nouveau regardé les chiffres. Mon frère, l'enfant chéri, l'homme qui venait d'essayer d'exécuter publiquement ma carrière sur une scène devant 200 personnes, possédait un misérable 5% d'une entreprise de 50 millions de dollars. Il possédait moins que notre oncle. Il possédait moins d'un quart de ce que je possédais. Il était une figure de proue, une mascotte très bien payée. Pourquoi ne lui as-tu pas donné plus, ai-je demandé, véritablement curieux au sujet de l'homme qui avait favorisé Julian toute sa vie. L'expression de mon père est devenue incroyablement sombre. Parce que les actions représentent une contribution réelle et tangible, Harrison. Tu as construit les systèmes financiers qui gardent les lumières allumées. Tu as reconstruit les opérations à partir de zéro. Tu as fait économiser à cette entreprise 12 millions de dollars de frais généraux au cours de la dernière décennie. Julian a décroché quelques clients tapas à accent grave-l'œil et a prononcé de bons discours lors de dîners caritatifs. Les deux rôles sont précieux pour une entreprise, mais l'un bâtit un capital durable et l'autre ne bâtit qu'une réputation temporaire. Je lui ai donné le titre de PDG pour nourrir son immense ego, je t'ai donné la propriété parce que je savais que tu protégerais l'héritage familial. Il va complètement perdre la tête quand il verra cela aujourd'hui, ai-je dit en fermant la chemise bleue et en la faisant glisser sur le bureau. Il est sur le point de la perdre, a reconnu papa sombrement en se levant et en attrapant sa veste de costume.
À 14 heures précises, l'Assemblée générale d'urgence des actionnaires a commencé dans la grande salle de réunion du siège social. C'était une pièce beaucoup plus grande que la salle du conseil que nous avions utilisée la nuit précédente. Elle comportait d'immenses baies vitrées donnant sur le sol d'usine animée en contrebas, où des dizaines d'ouvriers en casque déplaçaient des palettes de stock. Julien était déjà assis tout au bout de la longue table en acajou. Il avait l'air suffisant, entièrement confiant, ayant troqué son costume d'investiture froissé contre un costume bleu marine à rayures diplomatiques et une cravate rouge vif. Assise juste à côté de lui se trouvait sa nouvelle avocate, Pénélope Vance. C'est me paraissait une femme à la fin de la cinquantaine, portant un costume de créateur incroyablement coûteux, ses cheveux argentés tirés en un chignon strict et serré. Elle avait une épaisse serviette en cuir posée sur la table, vibrant pratiquement de la promesse d'un procès brutal et coûteux. Ma mère et mon père s'étaient assis d'un côté de la table. L'oncle Henri était assis de l'autre, ayant l'air de préférer subir un traitement de canal. J'ai pris siège au bout de la table, directement en face de Julien. Personne d'autre n'était dans la pièce, juste les 5 actionnaires légaux et une avocate d'affaires largement surpayée. Julien n'a même pas attendu que tout le monde s'installe sur sa chaise ou verse un verre d'eau, il a commencé à parler immédiatement, sa voix suintant d'une condescendance intense et d'une autorité non méritée. J'ai convoqué cette réunion d'urgence aujourd'hui parce que la réunion improvisée du conseil d'hier soir était une mascarade absolue de gouvernance d'entreprise, a déclaré Julien Fort en croisant ses mains sur la table et en me fixant. En tant que président-directeur général de cette entreprise, j'ai un devoir fiduciaire strict de m'assurer que cette affaire n'est pas prise en otage par des membres dissidents du conseil qui sont contrariés d'avoir perdu leur emploi. Rappel au règlement, a interrompu papa, sa voix profonde coupant le discours répété de Julien comme un couteau dentelé. Avant d'aborder tout grief formel ou d'écouter tes plaintes, Julien, nous devons établir officiellement le pouvoir de vote pour cette réunion spécifique. Pénélope, en tant qu'avocate d'affaires, vous savez très bien que les assemblées d'actionnaires sont fondamentalement différentes des réunions du conseil d'administration. Pénélope a rétréci ses yeux perçants, mais a adressé un hochement de tête professionnel et serré. C'est juridiquement correct, monsieur Morrison. Dans une assemblée d'actionnaires, les votes ne sont pas d'une personne, une voix, ils sont strictement pondérés par le pourcentage de propriété vérifié de chaque individu présent. Peu importe, a ricané Julien en balayant l'air d'un geste de la main. Votons simplement sur la restructuration de l'autorité du conseil pour que je puisse enfin licencier officiellement mon frère insubordonné et me remettre à diriger mon entreprise. Papa a plongé la main dans sa serviette en cuir. Il a sorti 5 copies conformes de la chemise bleue que nous avions révisée à la maison. Il en a fait glisser une au centre de la table polie vers Julien et a donné les autres à Henri, maman et moi. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Julien en fronçant fortement les sourcils alors qu'il ramassait la chemise. La répartition officielle des actions enregistrées par l'État de Morrison Manufacturing, a dit simplement papa en croisant les bras sur sa poitrine. Lila attentivement. Julien a ouvert la chemise avec un soupir exagéré. Clairement agacé par l'interruption de sa grande performance, il a tourné la page de titre et a regardé directement le diagramme en camembert et les chiffres en gras en dessous. Je l'ai observé très attentivement, c'était exactement comme regarder un accident de voiture au ralenti sur une autoroute. D'abord, son visage est devenu complètement pâle, la couleur se vidant de ses joues si vite qu'il semblait physiquement malade. Puis une rougeur sombre et en colère est montée le long de son cou et s'est installée lourdement sur son visage. Puis il est devenu pâle à nouveau. Ses yeux ont balayé frénétiquement la page, cherchant une erreur, une faute de frappe, un point décimal mal imprimé. N'importe quoi pour désapprouver la réalité hurlante qu'il regardait actuellement. A bafouillé Julien, son masque confiant et arrogant s'effondrant instantanément en 1 million de morceaux. Ce document dit que je ne possède que 5% de l'entreprise. C'est juridiquement correct, a dit papa, sa voix étant complètement plate. 5%, a répété Julien, sa voix montant d'une octave entière, semblant à bout de souffle et désespéré. Oui, a confirmé papa à nouveau. Et lui, a dit Julien en pointant un doigt tremblant et accusateur directement le long de la table vers moi, possède 25%? Oui. Julien s'est levé si vite et si violemment que son lourd fauteuil de direction en cuir a roulé vers l'arrière et a frappé fort contre le mur, laissant une bosse remarquable. Comment est-ce seulement mathématiquement possible? Je suis le PDG. Je suis le visage de toute cette marque. Je suis celui qui emmène les clients dîner. J'ai distribué les actions au cours de la dernière décennie en me basant sur la contribution réelle et tangible à la valeur financière nette de l'entreprise, a expliqué papa,
sa voix étant totalement dépourvue d'émotion. Ce n'était pas un concours de popularité, Julien, c'étaient les affaires. Je suis ici depuis 15 ans, a hurlé Julien en frappant ses deux mains à plat sur la table polie. Dans les ventes, dans les relations clients. J'ai apporté les comptes. J'ai serré les mains. J'ai bâti les relations. Ce sont des rôles importants, oui, a répliqué papa avec aisance. Mais tu n'as pas restructuré les finances de l'entreprise pendant la récession de 2008 lorsque nous étions à quelques jours de la faillite. Tu n'as pas reconstruit toutes les opérations de la chaîne d'approvisionnement à partir de zéro. Tu ne nous as pas fait économiser 12 millions de dollars de frais généraux. Harrison l'a fait. Et il l'a fait en étant assis dans un bureau sans fenêtre et en touchant une fraction de ton salaire gonflé. Pénélope, sentant que son client perdait rapidement la tête et détruisait leur position juridique, s'est raclé la gorge fort. Monsieur Morrison, nous devrions peut-être faire une courte pause pour discuter des implications de... Tais-toi, Pénélope, a rugi Julien en se tournant vers sa propre avocate. Il tremblait violemment de la tête aux pieds. Il a regardé notre père avec une expression de haine pure et simple. Tu lui as donné 5 fois plus que ce que tu m'as donné. Je suis ton premier-né. Je suis celui qui est censé porter cet héritage familial. Je t'ai donné le titre brillant de PDG, je lui ai donné le capital réel, a dit papa, refusant de céder d'un pouce. Ce sont des formes de compensation totalement différentes, Julien. Je suis ton fils, a encore hurlé Julien, sa voix craquant sous un mélange terrifiant de rage brûlante et de profond chagrin réel. Lui aussi, a répondu doucement papa. Cette simple phrase de 3 mots est tombée dans la salle de réunion silencieuse comme une gifle physique au visage. Julien a réellement vacillé d'un pas en arrière, se cramponnant la poitrine comme s'il avait été touché par une balle. Ma mère a finalement pris la parole, sa voix tremblant violemment sous les larmes. Julien, mon chéri, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nous n'avons pas fait cela pour te faire du mal ou te punir, nous avons fait cela pour protéger l'entreprise. Vous lui avez donné l'entreprise, la voix de Julien s'est complètement brisée, des larmes de pure frustration montant dans ses yeux. Tu m'as fait PDG. Tu m'as laissé me tenir sur une scène hier soir et prendre toutes les photos, mais tu lui as donné la vraie propriété légale. Tu m'as préparé à être un bouffon. 25%, ce n'est pas la propriété majoritaire, Julien, ai-je dit calmement, brisant enfin mon silence et me penchant en avant vers la lumière. Julien s'est tourné vers moi, ses yeux grands ouverts et complètement fous. Ne t'avise pas de rester assis là à jouer les raisonnables en ce moment, Harrison. Tu m'as volé cela. Tu as manipulé papa pendant que j'étais dehors à bâtir la marque. Je déclare simplement des faits mathématiques et juridiques, ai-je dit, ma voix étant aussi froide que la glace. Julien s'est tourné de manière frénétique vers son avocate, désespéré de trouver une bouée de sauvetage. Pénélope, puis-je contester cela? Est-ce légal? Pouvons-nous déposer une plainte pour geler ces actions ou enquêter sur les transferts? Pénélope avait l'air profondément mal à l'aise. Elle a fermé son épaisse serviette en cuir d'un clic sec et définitif. Si les actions ont été transférées légalement avec une documentation notariée appropriée sur une période d'année et déposée auprès du ministère du Commerce de l'État comme ces documents le suggèrent clairement, non. Il n'y a absolument aucun motif pour une plainte concernant la répartition du capital. Les transferts sont inattaquables. Chaque transfert a été méticuleusement documenté, légalement déposé et est totalement blindé, a confirmé papa en fixant Julien. Julien s'est lentement rassis sur sa chaise. Il a fixé le bois poli de la table, sa poitrine se soulevant rapidement. Le silence dans la pièce était étouffant, la réalité de sa situation l'écrasait enfin. Donc c'est tout, a chuchoté Julien, sa voix étant incroyablement creuse et vaincue. Je suis le PDG, mais je ne possède essentiellement rien. Je n'ai aucun pouvoir réel. Tu possèdes 5% d'une entreprise de 50 millions de dollars, Julien, a dit papa fermement. C'est 2,5 millions de dollars de capital garanti. Ce n'est pas rien. La plupart des gens tueraient pour avoir ce genre d'avance dans la vie. Comparé à ces 12 millions, ce sont des miettes absolues, a craché Julien amèrement, sans lever les yeux. C'est exactement ce que tu as mérité, a dit papa, ne lui offrant aucun réconfort. Les mots sont restés suspendus dans l'air, brutaux, impitoyables et totalement vrais. Julien a regardé le long de la table vers moi. Ses yeux se sont remplis d'un mélange toxique et incurable de honte, d'embarras et de rage bouillonnante. Savais-tu pour les actions exactes? Pas les pourcentages exacts,
ai-je répondu honnêtement. Pas avant il y a 1 heure quand papa m'a montré la chemise. Mais tu savais que tu avais plus de pouvoir que moi. Tu savais que tu pouvais me mettre un veto. Je le suspectais. Et tu n'as jamais pensé à en parler à ton propre frère? M'aurais-tu seulement écouté, Julien? Ai-je demandé doucement. Si je t'avais dit il y a 3 ans que je possédais plus de l'entreprise que toi, te serais-tu humilié pour me demander de t'apprendre l'entreprise, ou aurais-tu fait une crise et essayé de me licencier alors? Il n'a pas répondu, il m'a simplement fixé avec du venin pur. La réunion s'est terminée sans qu'un seul vote ne soit émis, il n'y avait absolument rien sur quoi voter. Tout le grief de Julien était basé sur de fausses prémices selon lesquelles il pouvait facilement rallier les actionnaires pour renverser le conseil. Mais maintenant, il connaissait la vérité humiliante et inéluctable, les personnes détenant la propriété réelle siégeaient au conseil, et il n'en faisait pas partie. Il n'était qu'un employé très bien payé avec un titre élégant. Le piège de sa propre arrogance venait de se refermer. Mais un narcissique ne peut rester calme que pendant un certain temps. Quand un homme comme Julien réalise qu'il ne possède pas le royaume, son tout premier instinct n'est pas de commencer à bâtir son propre château, son premier instinct est de brûler le château familial pour que personne d'autre ne puisse l'avoir. Cela a commencé exactement 2 jours plus tard, un mardi matin. J'étais assis tranquillement dans mon bureau en train de revoir les rapports logistiques trimestriels lorsque ma ligne directe a sonné. L'identifiant de l'appelant sur l'affichage numérique indiquait Marcus Chin. Marcus était le PDG d'une grande entreprise de fabrication technologique basée à Seattle. Il était notre plus grand et plus vital client, représentant près de 18% de notre chiffre d'affaires annuel total. « Bonjour, Marcus », ai-je dit en posant mon stylo et en adoptant ma meilleure voix de service client. « Harrison, je dois te demander quelque chose », a dit Marcus. Son ton était incroyablement tendu, manquant complètement des plaisanteries amicales habituelles que nous partagions sur nos familles ou le sport. Et j'ai besoin que tu sois complètement droit avec moi. Pas de langue de bois d'entreprise. Toujours, Marcus. Que se passe-t-il? Est-ce que Morrison Manufacturing connaît une grave instabilité interne? Y a-t-il des problèmes de direction majeurs que vous n'avez pas divulgués à vos partenaires? Mon estomac est tombé instantanément dans mes chaussures. Pourquoi demandes-tu cela, Marcus? Parce que j'ai reçu un appel téléphonique bizarre hier soir de la part de quelqu'un prétendant être un analyste indépendant du secteur, a expliqué Marcus, sa voix étant dure et sans compromis. Ils ont posé des questions orientées très spécifiques sur notre relation à long terme avec votre entreprise. Ils ont spécifiquement demandé si nous étions inquiets d'une guerre civile au sein de votre direction et si nous cherchions activement à déplacer nos contrats de fabrication ailleurs pour éviter des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ai-je demandé en agrippant le bord de mon bureau si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je leur ai dit que nous travaillions étroitement avec ton équipe des opérations depuis 8 ans et que nous n'avions aucune inquiétude. Mais cela m'a mis incroyablement mal à l'aise, Harrison. Puis mon ordinateur a émis un doute tôt. J'ai ouvert le courriel de Marcus et j'ai cliqué sur le lien bleu. C'était un article vedette sur un blog d'affaires promine et largement lu. Le titre était en police rouge sombre et agressive, agitation au sein de la direction de Morrison Manufacturing. Des sources affirment que le PDG et le COO sont en guerre après une humiliation publique. L'article était soigneusement rédigé pour éviter un procès direct pour diffamation, citant abondamment des sources internes anonymes, mais les détails étaient beaucoup trop précis pour être des rumeurs. Il détaillait l'affrontement public lors de la soirée d'investiture, il mentionnait la réunion d'urgence du conseil tard dans la nuit, il peignait le tableau vivant d'une entreprise profondément fracturée avec un fondateur vieillissant incapable de contrôler ses fils en conflit. C'était parfaitement conçu pour créer une panique maximale parmi les clients, les employés et les créanciers. « As-tu divulgué cela, Harrison ?» a demandé Marcus franchement. « Absolument pas, Marcus » ai-je dit, ma mâchoire se serrant de colère. « Alors qu'il a fait ?» Je savais exactement qu'il avait fait. Il n'y avait que 5 personnes dans cette salle de réunion, mes parents et mon oncle ne détruiraient jamais leur propre héritage ni ne risqueraient leur retraite, les membres externes n'avaient absolument rien à gagner d'une mauvaise presse. C'était Julien. Il essayait de forcer la main de mon père en créant une crise externe massive. « Je vais gérer cela immédiatement, Marcus » ai-je promis, ma voix étant froide et dure. « Je t'assure que nos opérations sont complètement stables. Ta chaîne d'approvisionnement ne verra pas une seule interruption. Je te donne ma parole. » « Gère cela vite, Harrison » a prévenu Marcus avant de raccrocher.
Parce que si je reçois ces appels, d'autres grands clients en reçoivent aussi. Et absolument personne ne veut signer un contrat de plusieurs millions de dollars avec une entreprise qui s'effondre activement dans la presse. J'ai raccroché le téléphone avec Marcus Chin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ma tasse de café contre le mur. J'ai simplement lancé l'impression de l'article de blog, je me suis levé, j'ai parcouru le long couloir exécutif et je suis entré directement dans le bureau de mon père sans frapper. J'ai posé la feuille de papier directement au centre de son bureau. Il a fui dans la presse, ai-je dit. Une seule phrase. Papa a mis ses lunettes de lecture et a parcouru l'article. J'ai regardé la couleur restante se vider de son visage, remplacée rapidement par une rougeur sombre et dangereuse de rage absolue. Cela pourrait nous détruire, a chuchoté papa en me regardant, ses yeux grands ouverts d'une peur très réelle. Les clients vont paniquer. Nos concurrents vont tourner autour de nous comme des requins sentant le sang dans l'eau. Les banques pourraient reconsidérer nos lignes de crédit immobilier commercial. Celles pensent que nous avons une direction instable aux commandes. Ils s'en fichent, papa, ai-je dit en me penchant sur le bureau. Il réalise enfin qu'il ne possède pas l'entreprise, alors il est parfaitement prêt à faire couler le navire juste pour prouver qu'il a le pouvoir de le détruire. Papa s'est levé, sa carrure imposante projetant une longue ombre à travers la pièce. Il n'avait plus l'air fatigué, il ressemblait à l'homme d'affaires impitoyable qui avait bâti un empire à partir de zéro dans un garage poussiéreux. Nous convoquons une réunion d'urgence, a ordonné papa en attrapant son téléphone. Tout le monde. Chaque employé, demain matin à 9h précise sur le sol de l'entrepôt. Nous abordons cela de front avant que les rumeurs ne se propagent davantage et ne causent des dommages permanents. Le lendemain matin, le massif entrepôt d'expédition était complètement arrêté. Le bourdonnement constant et fort des machines de fabrication s'était tu. Chaque employé, 230 personnes, des comptables seniors en costume aux conducteurs de chariots élévateurs en bottes à embouts d'acier étaient rassemblés en un large cercle sur le béton froid. Je me tenais près de l'avant, mes mains croisées professionnellement devant moi. Julien se tenait à l'écart, étroitement entouré par Owen et deux autres gars de son équipe commerciale fidèle. Julien avait les bras croisés sur la poitrine, le menton incliné vers le haut dans un masque de pure défiance, il ressemblait à un chef rebelle faisant face à un régime oppressif. Papa n'a pas utilisé de pupitre. Il n'avait pas de notes préparées sur des fiches. Il a pris un simple micro sans fil, s'est éloigné des cadres et a marché directement au centre de la foule d'ouvriers. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu ou entendu les rumeurs qui circulent actuellement en ligne sur des changements de direction, a commencé papa, sa voix résonnant puissamment dans le système de sonorisation, ricochant sur les hauts plafonds en acier de l'entrepôt. Des rumeurs sur de graves conflits entre les cadres de cette entreprise. Je suis ici aujourd'hui pour aborder cela directement et honnêtement. L'entrepôt était totalement silencieux, on aurait pu entendre une épingle tomber. Des gens ont sorti discrètement leur téléphone portable, les cachant le long de leur corps et appuyant sur enregistrer. Il y a 2 semaines, lors de la soirée d'investiture du PDG, il y a eu un désaccord très public concernant des décisions de personnel, a poursuivi papa en faisant lentement les 100 pas. Cela a été mal géré. Les émotions étaient vives. Des choses ont été dites qui n'auraient absolument pas dû être dites dans un cadre public. C'était peu professionnel et je m'excuse que vous ayez dû en être témoin. Papa s'est arrêté de marcher. Il s'est tourné et a regardé directement Julien. Julien a tenté de soutenir le regard intense, mais a rapidement détourné les yeux, fixant obstinément le sol en béton. Depuis cette nuit-là, il y a eu de nombreuses réunions du conseil d'administration et des discussions juridiques, a dit papa. Des décisions ont été prises conformément à la politique stricte de l'entreprise et à nos statuts juridiquement contraignants. Certains individus sont mécontents de ces décisions, c'est compréhensible dans n'importe quelle entreprise. Mais ce qui est absolument inacceptable, ce que je ne tolérerai sous aucune circonstance, c'est de prendre des désaccords familiaux internes et de les faire fuiter dans la presse publique pour endommager intentionnellement la réputation de cette entreprise. Papa a plongé la main dans la poche de sa veste de costume et a sorti un imprimé plié de l'article de blog d'affaires. Il l'a brandi bien haut pour que toute la foule puisse le voir. Cet article est apparu hier. Il contient des informations confidentielles très sensibles qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un au sein de cette entreprise même, quelqu'un qui a priorisé son propre grief personnel, son propre ego fragile par-dessus le bien-être, les hypothèques, les fonds d'études et la sécurité d'emploi des 230 personnes debout dans cette pièce aujourd'hui. Un faible murmure a balayé la foule.
des têtes se sont tournées, des gens ont commencé à regarder autour d'eux pour essayer de comprendre qui était le traître, mais la plupart des yeux se sont lentement et inévitablement tournés vers Julian. Je veux être clair sur quelque chose, a dit papa, sa voix montant, vibrant d'une autorité absolue. Morrison Manufacturing a survécu pendant 60 ans parce que nous résolvons nos problèmes en interne. Parce que nous faisons passer l'entreprise en premier. Parce que nous comprenons que lorsque la direction se bat publiquement, ce sont les employés qui en subissent les conséquences. Papa a marqué une pause, laissant le silence lourd et inconfortable faire le travail. Alors, voici exactement ce qui va se passer à l'avenir, votre PDG, papa a pointé directement Julian, continuera de diriger le service commercial, les relations clients et les opérations publiques. Votre directeur des opérations, papa m'a pointé du doigt, continuera de diriger toutes les opérations internes, les finances et la stratégie d'entreprise. Ils travailleront ensemble. Ils communiqueront professionnellement. Ils feront passer cette entreprise en premier. Et s'ils ne le peuvent pas, alors quoi, a crié un responsable d'entrepôt courageux depuis le fond de la foule. La voix de papa s'est durcie comme de l'acier absolu, alors le conseil d'administration les renverra définitivement. Parce que cette entreprise est infiniment plus grande que n'importe quelle personne, moi y compris, et absolument y compris mes fils. La pièce est devenue complètement et terrifiantement calme. Le message a été livré parfaitement. Papa a regardé Julian. Julian, a dit papa dans le micro. As-tu quelque chose à ajouter pour cette équipe? C'était un test public et brutal d'humilité. Julian a hésité pendant un long et agonisant moment. Je pouvais voir l'intense guerre interne faire rage sur son visage, son immense ego luttant contre la réalité crue qu'il était complètement acculé et exposé. Enfin, il s'est éloigné de ses gars du commercial et a marché vers le centre du sol. Il a pris le micro des mains de papa. Sa main tremblait visiblement. Julian a commencé en se raclant la gorge sèche. Je veux m'excuser auprès de tout le monde dans cette pièce. La soirée d'investiture était censée être une célébration de notre avenir. J'ai fait une erreur massive. J'ai fait tourner cela autour de mon propre ego, autour du pouvoir, et je suis profondément désolé de vous avoir tous mis dans une position d'incertitude concernant vos emplois. Cela semblait répété. Cela ressemblait exactement à ce que Penelope Vance avait rédigé pour lui dans un courriel désespéré. Mais au moins, il disait enfin les mots en public, regardant les gens qu'il avait failli ruiner. J'apprends, a poursuivi Julian, sa voix étant tendue et coincée. J'apprends qu'être le PDG ne signifie pas avoir toutes les réponses, cela signifie s'entourer de gens qui les ont. Et mon frère. Julian s'est forcé à me regarder, ses yeux étant complètement morts. Est l'une de ces personnes. Il a rendu le micro à papa et s'est rapidement éloigné, disparaissant dans les bureaux arrière sans regarder en arrière. Une vague d'applaudissements incertains et embarrassés a balayé l'entrepôt. Mais c'était une résolution, le saignement s'était arrêté pour le moment. Nous avions établi une trêve temporaire. Pendant les 6 mois suivants, la trêve a étonnamment tenu. Nous avons travaillé ensemble purement comme des professionnels. Julian gérait les clients, la grande vision et les relations publiques, je gérais les opérations, les feuilles de calcul denses et la stratégie interne. Nous n'allions pas boire des bières après le travail, nous ne parlions pas de nos vies personnelles ou de notre famille, mais nous nous présentions, faisions nos travaux respectifs et gardions l'entreprise en bonne marche. Financièrement, nous étions prospères, le chiffre d'affaires avait augmenté de 11%, nous avions signé 2 nouveaux contrats de fabrication majeurs qui m'avaient obligé à embaucher 20 nouveaux ouvriers d'usine, le taux de rétention des employés s'était stabilisé à 94%. De l'extérieur, les frères Morrison avaient trouvé la solution. Tout semblait parfaitement aller. Mais un narcissique ne peut faire semblant d'être un joueur d'équipe que pendant un certain temps avant que le besoin accablant de contrôle absolu ne le consume à nouveau. Un mardi matin, j'ai reçu une notification de courriel automatisé. Objet, Assemblée générale obligatoire des actionnaires. Heure, vendredi, 14 h. Il n'y avait pas d'avertissement. Il n'y avait pas d'ordre du jour joint à l'invitation, juste une heure et un lieu. J'ai immédiatement appelé papa. As-tu approuvé cette réunion? Non, a dit papa, sa voix lourde d'une crainte épuisante et familière. Le vendredi à 14 h, nous nous sommes rassemblés dans la même grande salle de réunion, les 5 mêmes actionnaires. Mais cette fois, Julian avait amené Pénélope, et elle avait l'air incroyablement suffisante, sa serviette en cuir coûteuse posée sur la table comme une arme chargée prête à tirer.
Sautons les politesses, a dit Julien, sa voix portant cette ancienne pointe d'arrogance. J'ai convoqué cette réunion pour traiter d'un grave défaut structurel dans la façon dont cette entreprise fonctionne. Pénélope s'est levée, lissant sa jupe de créateur. Mon client, le PDG en exercice, estime qu'il y a eu un dépassement d'autorité systématique de la part du conseil d'administration actuel. Des décisions opérationnelles majeures sont prises sans l'approbation préalable complète des actionnaires. Le conseil est explicitement autorisé à prendre des décisions opérationnelles, ai-je dit calmement en m'adossant. C'est littéralement la définition de la gouvernance d'entreprise. Les décisions allant jusqu'à 500 000 $, a interrompu Pénélope Trancham en me pointant du doigt. Tout ce qui dépasse cela nécessite un vote formel des actionnaires. Vous, Harrison, avez signé un bail d'équipement de 750 000 $ le mois dernier pour le nouveau sol d'usine. J'ai regardé papa, il avait l'air légèrement surpris. Ce bail a été entièrement examiné, discuté pendant des heures et approuvé à l'unanimité par le conseil, ai-je dit. Mais pas par les actionnaires, a répliqué Pénélope avec aisance. Ce qui signifie qu'il a violé la politique de l'entreprise, ce qui signifie que le conseil a sévèrement dépassé son autorité légale. L'oncle Henri a pris la parole. Pénélope, c'est une technicité absurde. Nous avons fonctionné ainsi pendant une décennie sans problème. C'est la loi, Monsieur Morrison, a souri Pénélope finement. Et nous avons documenté 12 autres exemples au cours des 6 derniers mois où le conseil a contourné le vote des actionnaires sur les dépenses d'investissement. Julien m'a regardé directement à travers la table, un sourire venimeux sur les lèvres. Tu as dirigé cette entreprise comme si elle t'appartenait entièrement, Harry. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne possèdes que 25%. Nous avons tous notre mot à dire. Alors, que veux-tu exactement, Julien, a demandé papa en se penchant en avant. Un vote, a dit Julien, ses yeux brillant d'une intention malveillante. Un vote formel des actionnaires pour restructurer immédiatement l'autorité du conseil. Toutes les dépenses de plus de 250 000 $ nécessiteront désormais un vote complet des actionnaires. De plus, pour garantir la conformité, je propose d'élargir le conseil d'administration en ajoutant 2 nouveaux membres. Et je suppose que tu as déjà choisi ces nouveaux membres ? Ai-je demandé, voyant le piège se refermer lentement. Oui, a dit Julien. 2 consultants en affaires très respectés de San Francisco. Des partis neutres. Des partis neutres à qui tu as sans doute promis de somptueux salaires de consultant en échange de voter dans ton sens, ai-je répliqué. Tu essaies de remplir le conseil avec tes fidèles parce que tu ne peux pas gagner de vote légalement avec la structure actuelle. Monsieur Morrison, mon client s'assure simplement d'une surveillance appropriée, est intervenue Pénélope pour le défendre. La structure actuelle du conseil vous donne, avoué à votre père, un pouvoir de vote combiné de 65%. Elle n'avait pas tort légalement, mais c'était une prise de pouvoir flagrante et agressive. Je demande un vote, a annoncé Julien fort, pour accepter ces 2 nouveaux membres du conseil et restreindre lourdement l'autorité de dépense du conseil. Tous ceux qui sont favorables ? Julien a levé la main bien haut. J'ai attendu. J'ai regardé la table. Je savais que Julien ne détenait que 5%, même si l'oncle Henri votait avec lui, cela ne faisait que 15%. Il ne pouvait pas gagner cela. Mais alors, mon oncle a hésité. Henri a regardé ses mains, puis a regardé papa, une expression de profonde culpabilité sur le visage. Il n'a pas levé la main, mais n'y s'est pas opposé verbalement non plus. Puis, à mon horreur absolue, les 2 membres externes du conseil, Grégory et Félix, qui avaient été invités à observer l'assemblée des actionnaires, ont pris la parole. Bien que nous ne soyons que des membres du conseil et non des actionnaires, a dit Grégory nerveusement, refusant de croiser mon regard, nous conseillons formellement aux actionnaires qu'élargir le conseil est dans le meilleur intérêt de la santé à long terme de l'entreprise. Mon estomac est tombé, Julien les avait atteints. D'une manière ou d'une autre, au cours des 6 derniers mois, il avait rencontré les administrateurs indépendants. Il leur avait promis quelque chose ou une promotion, une augmentation de salaire massive, un contrat de conseil garanti pour leurs propres entreprises privées. Il avait acheté leur loyauté. Basé sur l'avis des administrateurs indépendants, a déclaré Pénélope avec aisance, mon client propose d'avancer. Attendez, a interrompu papa, sa voix étant tranchante et forte, résonnant dans la pièce. Tout le monde s'est tourné pour regarder Victor Morrison. Il s'est levé lentement, il avait l'air furieux. Tu n'as pas le droit de faire cela, Julien, a dit papa, sa voix tremblant d'une rage terrifiante.
Tu n'as pas le droit d'utiliser des technicités bon marché et des avocats coûteux pour démolir l'entreprise que ton grand-père a bâtie. J'essaie de protéger cette entreprise. Tu essaies juste de protéger ton ego froissé. Papa a frappé sa lourde main sur la table en chaîne polie, le son a claqué comme un coup de feu. Il y a 6 mois, tu as essayé de licencier ton propre frère sur une scène. Quand cela a échoué, tu as fait une crise. Quand cela a échoué, tu as fui dans la presse et risqué 200 emplois. Et maintenant, tu essaies de manipuler la structure de l'entreprise et d'acheter des administrateurs indépendants simplement parce que tu ne peux pas accepter le fait que tu n'es pas au contrôle absolu. Je suis le PDG. A hurlé Julien en se levant pour lui faire face. Et tu as prouvé au-delà de l'ombre d'un doute que tu es totalement inapte pour ce rôle, a rugi papa en retour. La pièce est devenue totalement silencieuse. Pénélope Vance a fait un pas en arrière. Je demande un vote des actionnaires dès maintenant, a déclaré papa, ses yeux rivés sur Julien. Un vote de défiance envers le PDG actuel. Tous ceux qui sont favorables au maintien de la structure de direction actuelle. J'ai levé la main. Papa a fait de même. L'oncle Henri aussi. 3 favorables, a dit papa. Tous ceux qui s'y opposent. Julien a levé frénétiquement la main. Le vote est pondéré par le capital, a déclaré papa froidement. Je détiens 40%. Harrison détient 25%. Henri détient 10%. Cela fait 75% du pouvoir de vote rejetant ta motion ridicule, Julien. La motion de restructuration du conseil échoue. La motion de défiance envers le PDG passe. Le visage de Julien est devenu complètement pâle. Il a regardé Pénélope, elle emballait sa serviette. Elle connaissait une bataille perdue d'avance quand elle en voyait une. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, a chuchoté Julien en regardant papa, de vraies larmes dans les yeux. J'ai choisi ce qui est le mieux pour la survie de cette entreprise, a dit papa, sa voix craquant légèrement. Je suis ton fils. Lui aussi, a hurlé papa, craquant enfin. Et je suis tellement fatigué de faire semblant qu'un titre importe plus que des résultats réels. Je t'ai donné chaque opportunité de faire tes preuves, Julien, et tu as passé 6 mois à faire la guerre au lieu de diriger une entreprise. Julien a fixé notre père. Puis il a attrapé sa veste de costume sur le dossier de sa chaise. Alors je démissionne, a dit Julien, sa voix tremblant d'un venin absolu. Je démissionne. Le PDG, le conseil, tout cela. J'en ai complètement fini avec cette famille toxique. Il s'est tourné vers Pénélope. Rédiger les papiers pour vendre mes 5% d'actions. Je veux sortir. Julien, attends, ma mère a commencé à pleurer ouvertement maintenant, mais Julien n'a pas attendu. Il a quitté la salle de réunion et a claqué la porte derrière lui pour toujours. 3 semaines plus tard, Pénélope Vance a contacté officiellement nos avocats d'affaires. Julien avait officiellement accepté une offre pour sa part de 5% de la part d'une société de capital investissement externe. La vente s'est conclue pour 4,2 millions de dollars, c'était une somme d'argent massive, largement suffisante pour installer quelqu'un dans une vie confortable et paisible. Mais Julien n'était pas intéressé par une vie paisible, il était intéressé par la vengeance. Nous n'avons pas eu de ces nouvelles pendant 2 mois entiers. Et puis le communiqué de presse a frappé les réseaux du secteur, se propageant comme un feu de forêt sur LinkedIn et les blogs d'affaires. Julien avait pris ses 4 millions de dollars et créé une entreprise de fabrication concurrente juste de l'autre côté de la ville. Il l'avait arrogamment nommée Morrison Solutions. Il l'avait agressivement positionné dans les médias comme l'alternative innovante et tournée vers l'avenir à notre entreprise familiale à l'ancienne et obstinée. Il avait utilisé son afflux d'argent liquide pour débaucher 3 de nos meilleurs gars du commercial, y compris Owen, leur promettant des salaires massifs, des titres gonflés et des promotions qu'ils ne méritaient absolument pas en se basant sur leurs métriques de performance réelles. Au début, quelques-uns de nos clients étaient curieux, Julien était incontestablement charmant et organisait des fêtes de lancement incroyablement somptueuses. Quelques clients de milieu de gamme ont pris des réunions initiales avec lui. Mais lorsque ces clients se sont assis à la table et ont posé les questions difficiles et nécessaires, qui gérait les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement? Qui avait construit les systèmes de livraison financiers pour garantir des expéditions dans les temps? Qui allait réellement garantir les résultats de fabrication? Julien n'avait absolument aucune bonne réponse. Parce que le moteur silencieux de la voiture était toujours assis à mon bureau, dirigeant la vraie Morrison Manufacturing. Julien était phénoménal dans les ventes,
mais les ventes sans une fondation opérationnelle solide et inébranlable ne sont qu'une pièce remplie de promesses vides et coûteuses. Au 6e mois, Morrison Solutions avait décroché exactement 2 petits contrats de bas niveau. Dans le même laps de temps, nous en avions décroché 8 majeurs, étendant notre présence dans 3 nouveaux États. Au 9e mois, la réalité de la gestion d'une entreprise a commencé à écraser Julien. Il avait brûlé plus de la moitié de son capital de départ dans un bien immobilier commercial coûteux du centre-ville, des campagnes marketing ridicules et des salaires exécutifs exorbitants pour lui-même et ses copains. Il ne savait pas comment équilibrer un budget, et cela se voyait. Au 12e mois, les rumeurs ont commencé à circuler lourdement dans le secteur. Julien contactait discrètement et désespérément d'anciens collègues, se renseignant sur des opportunités de collaboration ou des fusions potentielles pour sauver son navire en train de couler. Il m'a même envoyé un long courriel décousu me demandant si nous pouvions prendre un café et discuter de synergie et mettre le passé derrière nous. Je n'ai jamais répondu, j'ai simplement supprimé le courriel. J'avais enfin appris à établir une limite ferme pour protéger ma propre paix et la sécurité de mon entreprise. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit explosive dans la salle de réunion. Je suis assis dans l'ancien bureau d'angle de mon père en ce moment même, regardant la silhouette de la ville. Victor a pris sa retraite pour de bon cette fois, il s'est retiré paisiblement et le conseil a voté à l'unanimité pour me nommer président-directeur général officiel de Morrison Manufacturing. C'était le titre que je n'avais jamais demandé une seule fois, mais le titre que j'avais passé 15 années éreintantes à mériter avec mon sang, ma sueur et mes larmes. L'entreprise de Julien, Morrison Solutions, a officiellement déposé le bilan sous le chapitre 11 le mois dernier. Les actifs ont été rapidement liquidés et vendus pour des centimes afin de payer des dettes massives et des procès imminents de la part de fournisseurs en colère qui n'avaient pas été payés depuis des mois. Julien a tout perdu, les 4 millions de dollars, sa réputation dans la profession et la loyauté des amis qui l'avaient acheté. Il a récemment pris un poste de gestionnaire des ventes de niveau intermédiaire chez un concurrent dans un autre État, recommençant complètement à zéro. Nous n'avons pas prononcé un seul mot l'un à l'autre depuis le moment où il est sorti de l'Assemblée des actionnaires et a vendu ses actions. Ma mère m'envoie de brèves mises à jour de temps en temps, elle dit qu'il va bien, qu'il travaille sur un horaire normal de 40 heures, paie son loyer et mène une vie calme et modeste. Il a appris un peu d'humilité bien nécessaire, me dit-elle au téléphone, bien que je puisse toujours entendre la tristesse persistante dans sa voix. Peut-être que oui, peut-être que non, ce n'est plus ma responsabilité de corriger ses erreurs ou de porter son poids. L'entreprise sous ma direction se porte mieux que jamais au cours de ses 60 ans d'histoire. Le chiffre d'affaires a augmenté de 43% de manière étonnante depuis que j'ai pris le rôle de PDG. Notre taux de rétention des employés est à 97% parce que les gens respectent un dirigeant qui comprend réellement le travail qu'ils font. Nous venons de gagner 3 prix majeurs du secteur pour l'excellence opérationnelle. Mais je ne pense honnêtement pas beaucoup au prix ou à l'argent. Ce à quoi je pense, surtout quand le bureau devient calme tard le soir, c'est à cette soirée fatidique où mon frère a tenté de me licencier publiquement devant 200 personnes. Je pense à la façon dont il croyait désespérément qu'un titre élégant et un costume sur mesure lui donnaient un pouvoir absolu sur ma vie et ma carrière. Je pense à la façon dont il a dû apprendre la leçon la plus dure de toutes, le vrai pouvoir n'est jamais donné, le vrai pouvoir se bâtit. Il se bâtit une nuit tardive à la fois, une feuille de calcul complexe à la fois, une décision opérationnelle difficile à la fois. Julien voulait simplement diriger l'entreprise pour pouvoir porter la couronne et s'attribuer le mérite, je voulais simplement bâtir quelque chose d'assez fort pour que cela dure toujours, quelque chose qui puisse subvenir aux besoins des familles des gens qui travaillaient pour nous. Il s'avère qu'une seule de ces choses importe réellement dans le monde réel. Vous ne pouvez pas exiger le respect simplement parce que vous partagez un nom de famille ou parce que vos parents vous ont favorisé, vous devez le mériter dans les tranchées. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Il a fallu beaucoup de courage pour s'asseoir enfin et partager la crue réalité de ce qui se passe derrière les portes closes d'une entreprise familiale. Cela m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie, ne laissez jamais personne, pas même les membres de votre propre famille, diminuer la valeur de votre travail acharné simplement pour nourrir leur propre ego fragile. Établissez vos limites. Connaissez votre valeur. Et n'ayez jamais peur de tenir tête à un tyran, même si ce tyran est assis en face de vous à la table de Thanksgiving. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne ferme pour protéger votre propre santé mentale, votre carrière et votre succès? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.
D'ici la prochaine fois, restez fort et connaissez votre valeur.